Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Docteur Lichinko et bonsoir Stéphane. Nous sommes ravis de vous retrouver pour notre 11e épisode du Café Psycho et dont le thème aujourd'hui est l'implantation du psycho en anesthésie ou en anesthésiologie, 30 ans d'expérience. Petit rappel, avant d'entrer dans le vif du sujet, eh bien, vous avez le chat en dessous dans la barre d'outils du Zoom, le chat pour partager vos impressions. Et puis, vous avez le petit onglet Q et R, questions et réponses, si vous avez des questions plus spécifiques à poser soit à Stéphane, soit au docteur Lichinko. Et alors, c'est un format un petit peu spécial, ce Café Psycho, parce que Stéphane et Michael, c'est OK pour vous, Michael, comme docteur Lichinko, que je vous appelle Michael? Non, je vous en prie, mademoiselle, il n'y a pas de problème. Merci. Et donc, comme Stéphane et Michael se connaissent depuis plus de 30 ans, eh bien, c'est eux qui vont discuter. Voilà, ils vont échanger autour de leur expérience. Et donc, je leur donne tout de suite la parole. Bonjour Michael, comment allez-vous? Bonjour Stéphane, je suis ravi de vous retrouver après une si longue absence. Merci en tout cas d'avoir accepté de témoigner, de venir parler lors du Café Psycho. C'est vrai qu'on aurait dû le faire depuis bien longtemps. Euh, et maintenant, c'est enfin notre tour de parler de cette histoire assez originale, hein, il faut le dire. Donc moi, ce que je voudrais d'abord, c'est, avant que nous soyons rencontrés, euh, quel était votre parcours avant? C'était en 1990, 92, quelque chose comme ça? 86, en 1986, Ah bon? je travaillais avec un chirurgien orthopédiste qui s'était un peu spécialisé dans la chirurgie des membres inférieurs. Or, Oui. il n'existait pas à cette époque-là de technique loco-régionale validée comme pour le membre supérieur. Donc, on a décidé d'aller apprendre ces techniques pour pouvoir les introduire en Europe. On était à l'époque, je crois, un Belge qui est devenu professeur Singeling, et puis un petit Français. Et donc, je suis allé à la Mayo Clinique à Rochester pour apprendre et développer cette technique. Alors, on a travaillé sur des dans un club d'anatomie, on a travaillé sur du vivant, et puis on a encore performé en revenant dans des laboratoires d'anatomie en France pour un petit peu peaufiner notre façon de travailler. Ce qui était extrêmement intéressant, c'est qu'on n'était plus obligé d'endormir les gens pour les opérer des pieds. Mais il y avait une insatisfaction sur le confort du malade, parce que c'est une chirurgie qui se réalise quasiment toujours sous garrot. Et donc, c'est assez inconfortable au bout d'un certain temps, les temps opératoires dépassant souvent 45 minutes, voire une heure. Et Je, la position je- couchée sur le lit, pour des personnes qui ont des problèmes de pied comme les alus et qui sont généralement plus très jeunes, n'est pas confortable non plus. Donc, Je on s'est un vous peu... interromps Oui, 30 secondes. C'est d'abord, donc, on parle ici d'anesthésie loco-régionale. oui. Est-ce que vous pouvez un peu mieux expliquer les différents types? Parce que pour le commun des mortels, c'est pas toujours évident de comprendre le Alors, concept. en anesthésie, on peut endormir le patient complètement, simplifié. C'est une anesthésie générale que la plupart des gens connaissent ou seront amenés à connaître dans leur vie. Et il y a développé depuis maintenant une cinquantaine d'années des anesthésies locales, loco-régionales. Locales, tout le monde connaît, c'est autour de la partie opérée. Et loco-régionale, c'est toute une région. Quand on opère de la main, on endort la main et le bras de façon à pouvoir y mettre un garrot et puis c'est plus confortable pour le patient. Et puis ça participe aussi à l'analgésie post-opératoire. Alors, pour le membre inférieur, ça n'existait pas, donc on s'est amené à développer en Le, endormant le un nerf en garrot, particulier qui le s'appelait... garrot, il est placé ben, pas loin de l'endroit opéré et il fait très mal. Et donc, c'est pour ça qu'on anesthésie aussi la région du Oui. garrot. Alors, on connaissait déjà, vous avez la rachianesthésie qui est une technique où on fait comme une ponction lombaire, on introduit une aiguille dans un espace entre deux vertèbres et on peut endormir le bas du corps.
les deux membres inférieurs et une partie du périnée et du bassin. Ça, ça présente aussi quelques inconforts et parfois des petits problèmes. Alors que la loco-régionale n'a pratiquement pas ce genre de soucis. Donc, mais la loco-régionale, il fallait trouver un nerf qui endorme toute la région concernée par ce qui est douloureux. Et donc, le sciatique, ça n'endormait qu'une partie, c'était pas suffisant. Donc, on a été plus bas, à la hauteur du genou, en passant par l'arrière du genou, dans le creux poplité, où passe le nerf poplité. Et là, on a endormi ce nerf et ces deux branches, et on avait une anesthésie, pas seulement une analgésie, c'est-à-dire pas seulement la suppression de la douleur, mais la suppression de toute sensation et mouvement possible dans 80% de la circonférence de la jambe et la totalité du pied. Alors, on pouvait compléter par, si c'était incomplet, par la détection d'autres petits nerfs qui n'auraient pas été endormis, mais c'est assez exceptionnel. Sauf que le garrot, on ne pouvait plus le mettre à la cuisse, puisqu'il n'était pas endormi, c'était en dessous, on le mettait au niveau du mollet. Et là, effectivement, un garrot au mollet, ça peut devenir très désagréable au bout de quelques minutes. Voilà. C'était la raison de la recherche d'un complément. On a dit distraction. Bon, on va expliquer que c'est beaucoup plus que ça. Alors, avant de commencer justement la narration de cette rencontre, je voudrais simplement préciser qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt entre vous et Psychotechnologie, et qu'il n'y en a jamais eu d'ailleurs. Euh, c'est- c'est- il y aurait pu, Aucun. mais il se fait que il n'y a aucun lien financier entre nous. Non, non, on n'a jamais vu. D'un commun accord, ça n'a jamais été, ce qui garantit un petit peu l'intérêt un petit peu de notre étude, Oui, c'est que nous ne sommes liés par, il n'y a pas quoi que ce soit qui puisse intellectuellement polluer nos discours. voilà. Donc, je trouvais important de le préciser. Alors, à l'époque, moi, j'ai l'impression qu'il s'agit des années début 90, 90. Il me semblerait, j'ai envie de dire 92, 93, mais je suis pas certain de la date. Je sais qu'à un moment donné, vous m'avez contacté pour nous demander si on pouvait faire un enregistrement ou des enregistrements qui correspondaient à l'environnement périopératoire. Oui, en fait, dans ma recherche d'un complément pour le confort des patients, on ne parlait pas encore d'hypnose. On s'en approchait, mais on n'avait pas encore utilisé ce là. Je me suis rendu dans un petit colloque à Villefranche-sur-Mer où un psychiatre que je ne nommerai plus, mais qui a fait son chemin dans la librairie plus que dans la médecine, avait évoqué des techniques presque de programmation neurolinguistique qui s'approchaient de l'hypnose. Et il m'a fait découvrir le docteur Simonton des États-Unis. Et sur cette base-là, en se renseignant, j'ai appris qu'en Belgique, il y avait quelqu'un qui déjà travaillait sur un appareil qui pouvait reproduire ce que Simonton avait mis en place déjà. Alors, rapidement pour la petite histoire, pour qu'on sache qui était Simonton et comment ça s'est fait, et c'est important de le dire parce que euh, ça va illustrer un petit peu la différence entre les autres techniques de diversion de la conscience et ce qu'on fait chez Psio. Alors, Simonton avait découvert qu'on pouvait euh, manipuler la conscience et le subconscient, donc on s'approche de l'hypnose, mais il ne parlait pas d'hypnose, pour traiter des patients qui par ailleurs n'étaient pas curables. Et il y a un cas extraordinaire qui m'avait interpellé à l'époque, ça touchait un enfant de 14 ans avait une tumeur cérébrale proche du cervelet, donc qui n'était pas accessible à la chirurgie à l'époque, et donc les parents, bien qu'américains n'étaient pas très fortunés, avaient fait le tour de tous les spécialistes qui s'étaient avoués incapables de pouvoir apporter une solution pérenne à ce jeune patient. Donc ils lui ont dit, bah, écoutez, continuez à le scolariser et on ne peut rien faire pour lui, très bien. Et puis Simonton avait lancé une invitation à soigner gracieusement des gens qui voulaient se soumettre à ces techniques. Donc les parents, en désespoir de cause, contactent Simonton, amènent l'enfant, et là Simonton leur fait une espèce de programmation hypnotique en disant voilà, c'était l'époque du début de Star Wars, et donc il dit voilà, il y a une étoile noire dans ton cerveau,
et tu vas aller, avec tes rayons laser, attaquer des toiles noires tous les jours pendant la sieste. Ce que fit l'enfant. Au bout de 6 mois, l'enfant n'allait pas plus mal, et sa mère le surprend un jour en disant, écoute, à ta sieste, tu n'y vas plus et tu ne fais pas ce que tu avais dit le jour. Et l'enfant répond, c'est pas utile parce que je n'ai plus d'étoiles noires, je l'ai détruite. Et les parents disent ça, c'est pas possible. Et donc il insiste, l'enfant pleure, il ramène chez le médecin et leur médecin confirme, oh mais non, ne vous faites pas d'illusions, ne redépensez pas votre argent inutilement, c'est absolument impossible, techniquement, médicalement, ça s'est jamais vu, ça ne peut pas être possible, rentrez chez vous et continuez comme ça. Le temps passe, l'enfant va toujours très bien, mais il tombe lors d'un exercice sportif à l'école. Et là, la médecine scolaire, vous savez que les États-Unis, très encadré par les assurances, donc ils font venir l'enfant, ils l'examinent, bon, très bien, et le dossier de l'enfant, il était inscrit une tumeur cérébrale incurable, et l'enfant dit, ben voilà, ça, on regarde au scanner, il n'y a plus rien. Alors là, la communauté scientifique, dans sa intégrité, c'est ce qu'elle a fait, mais c'est pas possible, comment c'est possible? Et l'enfant se met de nouveau à pleurer en disant, mais ça fait 6 mois que je n'arrête pas de vous le dire. Alors comment l'enfant, si c'était l'effet du hasard, l'enfant ne pouvait pas être au courant. Donc manifestement, on s'est dit, on peut manipuler le subconscient des gens pour leur faire obtenir certains résultats. À partir de ce moment-là, ça m'a beaucoup accroché et intéressé. Et j'ai fouillé, j'ai travaillé l'hypnose, et c'est peut-être, ça c'était en 86-88, que vers les années 90-92, nous nous sommes enfin rencontrés. Et donc là, à l'époque, je rappelle pour mémoire que ce qu'on appelait le θ, et pourquoi on l'appelait le θ? Parce que les ondes cérébrales de l'électroencéphalogramme qui surveillent un petit peu l'activité cérébrale, lorsque nous sommes en rythme de travail, comme maintenant, on est en rythme alpha ou alpha lent, mais bon, ou bêta quand on est énervé. Et puis, en descendant, on peut descendre jusqu'au sommeil paradoxal qui est en rythme θ, c'est-à-dire vraiment très bas, autour de 7 par minute. Donc, ça, et quel est l'avantage pour nous quand on est dans ces rythmes-là? C'est que les patients sont extrêmement accessibles à la suggestion. Vous commencez à comprendre l'intérêt pour l'hypnothérapeute, c'est que comme c'est accessible, on s'est dit on va les mettre en rythme θ. L'appareil, on l'avait surnommé à l'époque le θ, on pouvait régler par stimulation lumineuse auditive couplée la descente du rythme électroencéphalographique jusque dans une zone θ où on pouvait communiquer des suggestions aux patients. Donc là, avec Simonton l'a démontré, avec des stimulations lumineuses intermittentes, on peut capter l'attention de l'électroencéphalogramme. Si on décroît la fréquence, pas trop vite pour ne pas décrocher, mais lentement, le cerveau suit. Et donc, il descend de bêta à alpha lent, à θ. Et là, on arrive à la zone qui nous intéresse, c'est-à-dire celle où on peut dire, non pas au patient, vous n'avez pas mal, parce que ça, il ne faut pas faire, ça fait partie quand on apprend aux gens à l'hypnose, il ne faut jamais être directif de cette façon, il faut dire, vous êtes dans un état confortable. Et à ce moment-là, c'est eux qui s'inventent l'état confortable. Et là, ça marche. Et ça a marché, je crois, parce que mes dernières publications, c'est pour plus de 20 000 patients. Entre-temps, évidemment, les appareils ont évolué, parce que le dernier ressemble à une perluette simple. J'ai encore fait les essais pour des douleurs de céphalée chez une amie. Ça marche des tonnerres. Voilà. Vous avez le dernier modèle, je ne sais plus si Alors, je ne sais pas si vous c'est le dernier modèle, c'était un modèle. Oh non, parce que là, je me suis mis en retraite il y a 4 ans et celui-là date déjà de quelques années avant, donc il doit avoir au moins 6 ans. Je ne sais pas si c'est le Ok, dernier ok. modèle. Bon, on arrangera ça. Oui, on Donc, verra. pour aller en écho de cette anecdote de Simonton, moi, à l'époque, j'avais rencontré un chirurgien aux États-Unis qui pratiquait la suggestion, ce qu'ils appellent parfois l'hypnose, et il m'avait dit, moi, j'arrive à suggérer de ne pas saigner. Voilà, ça m'avait choqué. Et évidemment, après ça, j'ai commencé à lire des livres dans ce sens. Et je me suis rendu compte qu'en fait,
le pouvoir de la suggestion est phénoménal. Absolument. Euh, et donc, nous avons d'ailleurs décliné toute une série de titres dont certains sont étonnants grâce à cette technique de suggestion sur le subconscient qui marche admirablement. Donc maintenant, je reviens donc à la rencontre. Donc, je sais qu'au départ, on s'est téléphoné. Et donc il y avait cette demande de matériel, mais il y avait aussi cette demande d'audio qui accompagne. Et D'audio donc, qui sont devenus camants. Caman, ils sont devenus Caman carrément par la suite. Mais je vais expliquer pourquoi, parce que vous êtes lié à ça. Vous êtes lié au concept d'audio Caman. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais d'abord, bon, pour revenir, donc l'idée était de développer trois titres, un titre pré-opératoire, un titre péri-opératoire, puisque la personne entend tout pendant l'opération, et puis un titre post-opératoire de grande logique, puisque on peut suggérer évidemment des choses différentes en fonction du contexte avant, pendant ou après. Et donc j'ai demandé ce titre à un de nos médecins L'histoire. spécialisés en suggestion, docteur Lisoire, et vous avez relu avec lui, enfin, vous avez, je me souviens que vous êtes intervenu dans le titre aussi, qu'il faut quand même le dire, vous aviez aussi suivi une formation d'hypnose thérapeutique, si je ne Oui, en m'abuse. fait, j'ai suivi la formation, mais en fait, je ne sais pas qui était le formateur et l'enseignant, mais on a travaillé ensemble dans une école parce qu'il fallait, quand on présentait l'hypnose dans les CHU, dans les centres hospitaliers universitaires, à l'époque, on n'était pas forcément écouté avec sérieux. Et même la plupart de mes enseignants, je ne dirais pas de mes maîtres, parce que mes maîtres étaient des gens intelligents et ouverts, alors que d'autres étaient des gens beaucoup plus... ils cherchaient surtout à ridiculiser la technique. Et en parlant d'hypnose, je me souviens d'un congrès où j'ai dû expliquer le Theta, à l'époque Theta, qui n'était pas encore le PSIO, dans un congrès pour infirmières anesthésistes. Et on m'avait placé en fin de programme, là où les gens sont déjà partis, il n'y a plus de labo et tout. Et puis, on m'a présenté en disant, vous savez, c'est l'anesthésiste qui avait les petites lumières, les petits bruits dans les oreilles, bon, de façon un petit peu cynique. Et en fait, il restait 30 personnes dans l'amphi. Quand j'ai commencé à parler, l'amphi s'est rempli, les gens étaient assis entre les tables, les VRP sont revenus, on a fait salle comble avec standing ovation après, et puis on m'avait promis d'en acheter 10. Bon, ce professeur-là n'a pas fait sa carrière là-dedans. Et manifestement, ça intéressait les gens, mais pas les gens installés et qui avaient le pouvoir décisionnel dans les hôpitaux publics. Alors, ça a bien marché dans le privé, en revanche. Alors, le problème que je regrette, c'est que au lieu de s'orienter là et de faire l'hypnose, donc pour que ça soit crédible, je me suis inscrit à une école d'hypnose avec Didier Michaud à Paris. Après, il y a eu Benayem et maintenant, il y a au moins 5 ou 6 écoles. Je crois qu'on a fait des conférences dans l'Ouest où il y a un psychiatre, Pascal Voiriot, qui est extraordinaire. Il y a Benayem qui continue d'ailleurs à enseigner l'hypnose à Paris, à la Pitié. Enfin, il doit y avoir au moins 3 ou 4 écoles sérieuses d'hypnose. Mais l'hypnose, c'est une chose. Le psio, c'en est une autre. C'est complémentaire, c'est-à-dire que le psio se sert un petit peu, ou plutôt l'hypnologue, l'hypnotiseur, pour ne pas parler des shows, peut se servir du psio pour faire des suggestions hypnotiques et ça marche très fort. Alors l'intérêt en anesthésie, puisque c'est un peu l'objet de notre discours, c'est de dire que ça va libérer c'est pas faire de l'hypnose comme le faisons, par exemple, Madame de Fémonville en Belgique, qui était très bien, Marie-Elisabeth de Fémonville à Liège, mais elle est derrière les champs, elle est terroriste des chirurgiens pour qu'ils ne disent pas un mot, elle parle, elle susurre avec un micro ou son micro à l'oreille du patient. C'est un peu particulier, c'est très prenant pour l'anesthésiste. Alors que là, on met le psycho, on a un programme qui va s'en occuper, ce qui nous libère du temps pour l'opération, pour faire autre chose, pour préparer le suivant, pour surveiller, pour participer. Vous savez, Michael, j'ai déjà raconté votre histoire avec notre technologie, mais je ne sais pas combien de fois, des centaines de fois, je ne sais pas combien de centaines. Eh bien, figurez-vous que je me rends compte à chaque fois que les gens ne comprennent pas ce que je raconte. Alors, pourquoi? Parce Ils n'écoutent que, pas, ils n'écoutent pas. en fait, c'est plus compliqué qu'on ne pense. En réalité, j'aimerais qu'on revienne, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on revienne sur ce qui se passe et sur l'idée.
Donc, en fait, la personne, comme vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, son membre opéré, vous, la spécialité, c'était opérer le pied avec le docteur Diebold, hein, c'était le pied. Donc, vous Oui, avez c'était bien le pied, oui. expliqué, c'était le pied aussi. Vous avez bien expliqué que à partir du genou, il y a un produit anesthésique qui est injecté et qui fait en sorte que le membre opéré est totalement insensible à tout niveau, pas seulement de la douleur, mais à tout niveau. Ça, les gens comprennent. Jusque-là, ça va. Ce qui est moins évident, c'est ce qui se passe ensuite. C'est qu'en fait, ensuite, les personnes qui procèdent à cette technique, elles se rendent compte que il faut absolument réinjecter une intraveineuse de sédatif. Pourquoi? Ben, parce que la personne entend tout, elle vit l'opération. Ah bah oui. Oui, Oui, mais alors, c'est là oui, alors où... oui, oui, oui. C'était le complément indispensable. Oui. L'inconfort fait que, effectivement, quand je vous disais inconfortable parce que le garrot, et vous avez dit totalement le pied, oui. Le mollet, non. Il est qu'à Mm, 80%, donc il y a une partie qui est encore sensible. Alors c'est mm, supportable si on fait quelque chose en plus. Au début, quand c'était des techniques très nouvelles, et puis qu'on était en train de chercher à la rendre la plus efficace possible, on avait un peu peur que ça marche pas. Donc, on n'hésitait pas. De toute façon, il faut partir avec une voie d'abord de sécurité, de façon à pouvoir immédiatement endormir si ça ne marchait pas. On n'était pas sûr du 100%. Donc, ça a été 100%. Mais on n'était pas sûr au départ. Donc, on partait en disant, bah, on va commencer par le dire un peu. Les gens connaissaient pas trop la technique, étaient un peu inquiets, presque autant que nous. Donc, on était obligé on se sentait obligé. Et puis, très rapidement, je crois que dans les semaines qui ont suivi, on a tout de suite diminué beaucoup les doses et on n'a jamais mis beaucoup parce que on avait peur qu'en étant un peu excessif dans les produits de détente générale, comme du Valium ou des choses là à l'époque, eh bien que la personne perde tellement conscience qu'elle bouge. Et ça, voilà. Donc ça, il fallait effectivement avoir extrêmement confiance dans sa technique de loco-régional et dans sa technique d'appoint, d'hypnose, de méta-hypnose Donc, comment on quand veut. vous parlez des doses, on est d'accord que c'est pas les doses d'anesthésique, c'est les doses de sédatifs Ah oui, intraveineux. oui, 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 oui. Ah oui, C'est oui. ça, Non, ce que je non, dois vous bah oui. dire, il y a des gens qui ne comprennent pas beaucoup cette histoire-là. Donc moi, je dois toujours bien expliquer qu'il y a deux choses. Il y a l'anesthésie pour le membre opéré, et puis il y a l'intraveineuse de Pour le sédatif en confort, gras pour que la personne ne stresse pas, en fait. oui, Et oui, c'est oui. là où vous avez innové. Remplacer Voilà. l'intraveineuse, oui, par le ah oui, absolument. Et donc, c'est là, votre idée, c'est d'un jour se dire, tiens, ben, on pourrait peut-être diminuer, peut-être même remplacer, peut-être pas, mais au moins diminuer ces doses massives de sédatifs et que vous nous avez contacté pour tester notre technique. Oui, oui, tout à fait, tout à Et fait. alors, Et on on n'a vous pas a été fourni, déçus. Parce que voilà, finalement, non seulement on n'a jamais été obligé d'endormir complètement les gens, ça veut dire que le corps-régional marchait bien, donc ça c'était rassurant. Et ensuite, soit on accompagnait à la voix les voilà. patients en disant détendez-vous, ça va le faire. Il ne faut jamais dire ça va bien se passer, parce que vous savez que c'est à ce moment-là qu'il y a une catastrophe. Mais, mais très rapidement, on a senti que les doses étaient infimes au départ. Hein. Étaient infimes, en fait, c'était des doses hypnotiques. Qu'est-ce que le Valium, c'est un hypnotique. Donc il est un peu plus accessible. Le problème, c'est que la limite de chacun est très différente et on ne savait pas à l'avance si ce patient allait répondre en s'endormant, mais pas une anesthésie générale, c'est-à-dire que un sommeil normal avec un somnifère, eh ben, ou bien si c'était pas suffisant et qu'il allait paniquer et puis se mettre à bouger. Donc c'était assez compliqué pour peaufiner ça. Rapidement, le fait de mettre des écouteurs, de l'isoler et en Oui. plus de lui fermer les yeux et de lui permettre. Alors là, l'hypnose, ça a marché. Alors, au départ, maintenant je me rappelle, au départ, je me souviens que vous le faisiez vous-même à la Au voix, au micro. micro, au Oui, mec. Et c'est oui, seulement dans un deuxième temps, vous rendant sans doute compte exactement. que vous n'étiez pas, votre métier, Disponible. c'était Ah pas bah oui. ça. C'était, et puis surtout que c'était toujours répéter la même chose, puisque vous ne connaissez pas l'histoire du patient, donc vous n'allez pas faire un texte qui est adapté à son histoire. C'est toujours la même chose, c'est une séance de relaxation, en fait, Alors, avec des suggestions oui, oui, ciblées. oui et non. Alors, on ne connaît pas l'histoire du patient, mais il faut quand même, on le voyait en consultation, ça fait quand même un certain temps qu'on le voit en consultation,
sans le connaître, vous savez, on peut être marié pendant 40 ans puis pas connaître son conjoint. Voilà. Alors là, c'est pareil, mais on ne peut pas dire je connais le patient parce que je l'ai vu une demi-heure à la consultation, mais on peut avoir des réponses qui nous permettent de dire comment il faut aborder le patient. Donc, on essaie d'être au plus près du patient. C'est jamais la même histoire, en fait. C'est la même technique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas orientée. L'erreur que tous les jeunes hypnologues font, c'est quand ils veulent envoyer les gens sur une plage en disant les palmiers, la mer, le soleil, formidable. Et en fait, le patient se met à pleurer parce qu'il a perdu un enfant noyé l'année précédente. Et donc, ça, c'est une erreur à pas faire. Et donc, quelque part, il faut toujours être permissif et dans le vague. Mais vous pouvez inventer. Moi, je m'ennuie, hein, si j'étais tout le temps à faire Bien ça. sûr. Vous allez dire pas m'ennuyer. Mais justement, je ne m'ennuyais pas parce que chaque fois, j'inventais une autre histoire que je croyais coller au plus du patient. S'il était restaurateur ou s'il était éboueur, c'était pas pareil. Voilà, donc l'histoire Alors, qui collait au patient, et ça, c'était intéressant quand même. d'accord. Alors, à un moment donné, ben, vous nous contactez pour qu'on fasse la conception des trois titres audio, pré-opératoire, péri-opératoire et post-opératoire, et on vous les fournit d'ailleurs, et puis on se perd un peu de vue, c'est-à-dire j'ai plus de nouvelles. J'ai plus de nouvelles pendant plusieurs mois, et puis un jour on s'appelle, et là vous m'expliquez que ça fonctionne vraiment très bien, que vous avez un assez bon accueil. Je me souviens d'un chiffre. Il me semble que c'était du genre 65%, quelque chose comme ça, 65% de personnes qui acceptaient de faire le système avec les lunettes, etc. Et que plusieurs années après, vous m'avez dit, ah maintenant on n'est plus à 65%, on est à 93, 93%. Il n'y a quasiment pas de refus. Et bon, les gens qui refusaient, soit il fallait qu'ils assument sans rien, mais rapidement ils disaient ben, finalement on peut quand même essayer là, il y a encore temps d'essayer, voilà. Donc c'est les 7% restants, c'était comme ça. Mais Ah ce que ouais. je trouvais vraiment intéressant pour nos ambassadeurs, c'est de se rendre compte qu'après plusieurs années, vous avez sans doute non verbalement exprimé une certitude qui a fait que des personnes enfin, les patients qui n'étaient que de 65% au départ à accepter l'idée de faire le système lunette plutôt que l'intraveineuse, ben, sont passés à 93, 93% après 3 ans, quoi. Ben, il faut déjà être persuadé soi-même, et compte tenu des résultats qu'on a eus avec les premiers, c'était pas difficile de s'auto-persuader. C'est ça. Maintenant, je suis un très mauvais vendeur, mais pas un si mauvais orateur quand il faut. C'est-à-dire qu'on pouvait assez rapidement proposer aux gens, là aussi, dans la consultation, déjà comme vous n'avez pas de l'hypnose, on dit, on fait comme vous voulez. Vous pouvez accepter, vous n'êtes absolument pas obligé pour être... Et quand vous faites ce discours-là, 90% acceptent, hein. Il n'y a pas de problème. Et donc, ils disent, il n'y a aucun risque, c'est assez agréable, c'est confortable. Et puis, il faut dire que le bouche à oreille a beaucoup marché aussi. C'est-à-dire qu'au bout de quelques années, les gens venaient et à la consultation, la première chose qu'ils me demandaient, est-ce que je pourrais avoir le casque, s'il vous plaît, avec les lunettes? Voilà. C'était déjà une des premières choses qu'ils me demandaient, hein. Ça veut dire que ma mère a été opérée, ma tante, ma cousine, ma voisine, ma maîtresse, enfin, tout le monde y passait. Ouais. Et je me souviens que vous m'aviez raconté qu'il y avait même des gens qui venaient du sud de la France pour venir Oui, se faire oui, opérer Denis, à oui, Nancy oui. Oui. parce que vous utilisez cette Oui, technique-là. oui, oui. Il venait pour ça, il me le disait. Il venait pour ça. Donc, et nous, on a fait pas vraiment de publicité, parce qu'en médecine, on ne fait Non, pas de non, publicité, tout mais à le fait. bouche à oreille a marché. Et puis, bon, D'accord. le chirurgien travaillait bien, donc ce qui faisait déjà une bonne presse. Et ensuite, quand on savait que il y avait la curiosité, c'était original. Et puis après, il y a les gens qui en parlaient, on parlait de façon empathique, et donc ça a fait son chemin, hein. De- à mon sens, je trouve que c'est quand même une idée très novatrice que vous avez eue à l'époque parce que il faut pas oublier que la loco-régionale, son essence, c'était de ne pas faire une générale et de Oui, limiter, d'abord pour des raisons de danger, mais aussi d'ingestion, enfin d'inoculation massive de produits chimiques quand même dangereux pour l'esprit. Et l'idée était de limiter la casse. Mais alors, évidemment, refaire une intraveineuse de sédatif alors que le membre opéré pouvait l'être en loco régional, ben, c'était un peu antagoniste quelque part. Et donc le fait de vouloir utiliser plutôt une technique de distraction de l'attention, de suggestion pour tous les bienfaits que ça peut être, moi j'ai trouvé ça très 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 avant-gardiste. Vous étiez vraiment le premier à penser à faire ça.
À ma connaissance. Maintenant, il y a peut-être des gens qui n'ont pas publié ou qui n'en ont pas parlé parce qu'on leur a fait, ça n'a pas plu à tout le monde, hein. Ça n'a pas Mm. plu à tout le monde, en particulier aux marchands de produits pour dormir. Donc, ils disaient, voilà. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand vous avez parlé de distraction. Je pense qu'on va plus loin que la distraction. Oui, La distraction, c'est ce qui se fait et qui se vend bien. C'est des gens que je connais, fort sympathiques, qui ont des lunettes avec, comme chez les dentistes, vous savez, vous avez un écran, vous pouvez voir des choses qui peuvent vous relaxer, anti-stress, c'est bien. Alors là, ils font des réalités virtuelles avec des images magnifiques, du son, c'est très beau, c'est détend, et ça marche bien. Mais ça n'est qu'une distraction. Une distraction qui marche bien parce que quand on le met dans les salles en préopératoire, les gens qui attendent leur tour, on leur met ça, ils ne veulent plus le lâcher pour aller au bloc. Ils disent, moi, je reste là, je vais avec ça au bloc. Donc, ça plaît bien. Mais c'est pas intellectuellement aussi, ça ne se compare même pas. Parce que le psy fait plus. C'est-à-dire qu'on va travailler sur les longueurs d'onde, on vous emmène au rythme. On ne se contente pas de faire simplement une dérive de l'attention. Ça va beaucoup plus loin. On travaille les lumières, on travaille les longueurs d'onde, on travaille dans le son. Dans le son, gestion. une oreille qui écoute, une autre qui raconte une autre histoire, les speakers changent, vous savez, vous l'avez fait, vous. Voilà. Donc ça change. Au bout de 2 minutes, tout d'abord, dès le début, tout le monde accroche. Même le plus autiste de la bande, il a envie de suivre en disant c'est un défi, je vais suivre les deux. Puis ça change, ça revient, on change de speaker, on change d'oreille, on revient, on change plus. Au bout de 5 minutes, tout le monde est perdu. Et c'est ce qu'on cherche. Quand il est perdu, il est livré à son subconscient. Mais ça n'a rien à voir avec la seule distraction. Ça va beaucoup plus loin. Et là, on peut glisser un message subliminal. Ils n'en font pas de messages subliminaux. Ils disent vous êtes détendu, vous êtes stressé, c'est bien. Mais il n'y a pas de message subliminal. Or, la loco-régionale, elle agit pendant l'opération. Et la loco-régionale, elle agit aussi sur le confort pendant quelques heures après l'opération. Pourquoi est-ce que nous, on ne mettrait pas. Vous avez parlé de l'Américain qui dit on peut arrêter l'hémorragie. Nous avons fait des chirurgies de paupières sans qu'il ne saignait pas une goutte, qu'il ne saignait pas une seule goutte. Ça veut dire qu'on avait programmé un jet d'eau et puis qu'on fermait progressivement le robinet. Le chirurgien ne revenait pas. Il me disait j'ai 30 ans d'expérience, j'ai jamais vu ça. Ça n'a pas saigné une goutte. Cicatrisation au bout de 8 jours. Les infirmières disent mais vous auriez dû venir plus tôt. Ça fait un mois. Non, ça fait 8 jours. Donc, il y a des conséquences sur la santé grâce à la petite manipulation, entre guillemets, du subconscient. Ça, c'est des choses qu'offre cette technique, mais que n'offre pas les distractions aussi agréables puissent-elles être, et qui commercialement marchent bien. Mais c'est pas du tout les mêmes méthodes, hein. On ne se contente pas de distraire ou de dérive d'attention. Ça va beaucoup plus loin. Maintenant, puisqu'on en a déjà parlé tout à l'heure, je vais en profiter pour vous remercier quelque part pour ce qui s'est passé et parce que ça a vraiment compté pour la suite, pour le futur qui s'est déroulé ensuite. Et pourquoi? Parce qu'il faut savoir d'abord que simultanément à notre rencontre, j'ai aussi rencontré deux autres médecins dans des domaines très différents. Un était en laboratoire du sommeil, un autre était en salle de réveil après les opérations, et il y avait vous. Donc il y avait trois personnes dans le domaine médical qui utilisaient nos techniques. Euh, et bon, nous, on avait noté ça de manière assez excitée, mais sans plus. Et les mois passent, les années passent. Et on va dire, pour dire quelque chose, 3 ans après, 3, 4 ans après, ben j'appelle pour avoir des nouvelles, en fait. J'appelle les trois, dont un, c'était vous. Et vous me dites, ah ben on est vraiment très content, oui, oui, ça s'est développé, il y a de plus en plus d'opérations qu'on fait avec la technique, et maintenant je diminue, parfois je ne fais même plus Le plus souvent, d'intraveineuse on de n'en faisait plus. sédatif. Le plus souvent, on Voilà. n'en faisait plus. Donc moi je raccroche, suite à cette conversation, je raccroche et je me dis, c'est quand même hallucinant, quoi. Remplacer l'intraveineuse sédative. Bon. Ensuite, je prends mon téléphone de nouveau, j'appelle le responsable du labo du sommeil. Et lui, il me dit, écoutez, c'est extraordinaire, depuis qu'on utilise vos machines, puisqu'on en avait fourni plusieurs, on arrive à enregistrer le sommeil. Avant, on devait dire aux gens à 7 heures du matin, écoutez, madame, monsieur, revenez dans un mois, parce qu'on n'a pas su, on n'avait pas dormi.
Euh, et donc, on arrive à enregistrer, ça marche bien. Le monsieur, docteur Hoffman, très calme, toujours très calme. Oui, ça marche très très bien, ça marche très très bien. On était belge, Je, sûrement. Ouais. je raccroche, je dis putain, ah, l'anesthésiste, on a remplacé la sédation intraveineuse. Le spécialiste du sommeil, il arrive à endormir, on endort les gens, ils peuvent enregistrer le sommeil. Et le troisième, je reprends mon téléphone une troisième fois, la même matinée, et je l'ai, il me dit, écoute, on a mesuré à l'hôpital, on a 26% en moins de complications post-op. Les infirmiers disent, avant, on courait, maintenant, on marche. Et je raccroche pour la troisième fois mon téléphone et je me dis, là, il y a le franc qui tombe. Parce que jusque-là, il n'était pas tombé. Et le franc, c'est quoi? C'est aussi puissant que des médicaments. Voilà, c'est ça le franc. Alors, j'en parle à mes collègues, il y a un peu d'excitation dans l'air, on va faire un dépliant, on va appeler ça médicament audio. Et alors, je contacte le journal du médecin en Belgique, ils font un article, on part sur une stratégie pour présenter le système aux médecins, et là, on se fait directement bloquer par Le Conseil de l'ordre français. non, l'association pharmaceutique belge. Pharmaceutique belge. Et qui nous disent, oui, mais attendez, vous croyez quand même pas que vous allez mettre en pharmacie des médicaments audio. D'abord, cher monsieur, on vous passe notre juriste, et le juriste, la dame me dit, écoutez, non, c'est pas quelque chose qu'on ingère, vous pouvez pas appeler ça médicament. J'ai dit, ok, mais ça fait le même effet, madame. Je suis désolé. Et c'est en parlant avec elle que j'ai eu l'idée d'Audiocamant. C'est elle qui m'a tendu la perche. Et alors, le lendemain, j'ai pris la marque. Et donc, c'est ça que je voulais vous raconter, c'est que vous êtes au moins pour 33% dans la naissance de la marque Audiocaman, mais qui n'est pas une marque, on fait pas du commerce pour faire du commerce. C'est un mot qui signifiait exactement ce que l'audiocaman rendait comme service, tout simplement. Et ça a permis aussi au public un certain éveil en se disant, bah tiens, les audios, eh ben, c'est des audios camans, quoi. C'est des audios qui peuvent aider à soigner, qui peuvent aider à endormir, qui peuvent aider à se relaxer très fort, qui peuvent aider à ne pas avoir des complications post-op. Enfin bon, c'est un mot qui malheureusement n'existe pas en anglais. En anglais, on parle d'audiomédecine, de audioceutical, mais c'est pas aussi fort qu'en français. Médicaments, Non, audiogaments. c'est pas aussi Et drôle. donc, Je pense, vous voilà. Et savez, donc, que vous avez dit que ce sont des médicaments audio. Je pense que ça va plus loin qu'un médicament audio. C'est-à-dire que ça peut faire beaucoup plus qu'un médicament. Un médicament ne fera jamais que ce pourquoi il est prescrit, en dehors des effets secondaires délétères. Mais là, on peut faire beaucoup plus parce que on peut travailler avec le patient. Donc, c'est lui. On découvre un peu que dans le patient, il y a des facultés de guérison, d'anti-stress, de booster l'immunité, de trouver son sommeil. Voilà, tout ça, un seul médicament ne le fait pas. Là, c'est une technique qu'on appelle audiocaman, mais parce qu'elle soigne, elle permet, mais grâce au patient. Donc, c'est extrêmement large ce qu'on peut faire. On n'a pas encore tout découvert en médecine. Dans les neurosciences, on progresse. Je m'y intéresse encore de loin dans ma retraite, mais on progresse beaucoup. Mais on n'a pas encore mis le doigt pour démontrer scientifiquement que la personne est capable de s'auto-guérir. Or là, on touche du doigt la façon. L'enfant de Simonton, il s'est auto-guéri. C'est ça qui m'intéressait aussi, de dire, voilà, on peut supprimer l'inconfort, on peut supprimer le stress, on peut retrouver le sommeil, on peut prolonger l'antalgie, parce que la douleur, c'est un effet de chaque personne, mais si on rentre dans son subconscient et qu'on travaille, encore faut-il savoir faire ça. Avec chaque patient, ça peut être un peu nuancé. Eh bien, on arrive à supprimer la douleur. On n'est pas tous des fakirs, mais on a des facultés pour gérer une partie de ça. Et c'est oui. ça qu'on devrait travailler en plus et qu'aucune autre technique, à ma connaissance, n'est capable de fournir. Alors, je ne sais pas si je vous l'avais raconté, mais à un moment donné, on s'est fait interdire par l'AFSAPS en France, Si, si, je crois.
qui a essayé de nous Oui. bloquer. Pendant 6 mois, on était bloqués, on a dû aller en justice, on a dû faire appel à la communauté européenne, qui pour une fois était positive, et on a gagné le procès contre le ministère de la Santé. Voilà. Mais enfin, ils n'étaient pas du tout intéressés par votre discours. Hein. Eux, ils trouvaient ça, c'était simplement un relaxant. Voilà, c'est un relaxant. Donc vous allez mettre relaxation pour tous les titres. Relaxation quand vous avez du psoriasis, relaxation quand vous avez une céphalée, relaxation quand vous avez une opération. Et voilà, et eux, ils refusaient totalement le discours de la suggestion psychosomatique. Donc voilà, on est encore très en retard à ce niveau-là. C'est évidemment dû à la lutte avec l'industrie pharmaceutique qui veut absolument pas lâcher des parts de marché et qui continue à se dire on va continuer à vendre ces médicaments à fort effet secondaire plutôt qu'à accepter des nouvelles Non, techniques sans danger. Stéphane, et les mentalités ont changé. Quelques années avant mon départ, dans les années avant le Covid déjà, on avait beaucoup de doyens, des doyens de faculté de médecine, beaucoup de professeurs de renom que je connaissais bien personnellement, qui ont créé des congrès pour présenter les médecines douces et faire le tri entre l'ivraie et le reste. C'est-à-dire que l'acupuncture, l'hypnose ont trouvé leur lettre de noblesse, l'homéopathie un peu moins, et il y a tout ce qui était médecine douce où se sont engouffrés des gens non médecins et qui faisaient de l'argent, mais pas de la science, en tout cas ne rendaient pas vraiment service, autrement que par manipuler sans le savoir, comme M. Jourdain, de manipuler les facultés de chaque patient, de s'auto-guérir. C'est ça, en fait. C'était des beaux parleurs, comme tous les escrocs, ils arrivaient à faire des choses. Mais ça, il fallait bien centrer, ce qui fait qu'on a proposé de faire des écoles, mais à ce moment-là, gérées par les médecins, certifiées par le Conseil de l'Ordre et puis le ministère de la Santé, pour dire, ben, ça c'est agréé, ça c'est pas agréé. Dans tous les congrès où j'étais invité, on a présenté le TETA. Et on a fait un malheur. À chaque fois, les gens venaient de tous les stands, ils venaient voir comment ça se passe. Et ils ont tous essayé, toutes les surveillantes de bloc opératoire surveillantes ont essayé, et ça m'a valu beaucoup de pas auprès des surveillantes, mais voilà, c'était très bien. Donc voilà, mesdames, messieurs, docteur Lichinko, 20 000 opérations Oh oui, on n'en a pas plus. avec la technologie PSIO en remplacement de la sédation intraveineuse. C'est quand même extraordinaire et Oui, oui, il faut je le pense que là, reconnaître. oui. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas vraiment de relais et que maintenant, ben, on préfère acheter des lunettes avec des programmes tout faits. C'est bien, hein, ça marche bien. Les gens se détendent, ils sont demandeurs et puis commercialement, bon, c'est un succès. Mais on n'est pas du tout dans la même science que ce qu'on faisait. Hein. Ce qu'on faisait, c'était Mm. vraiment aider grâce aux patients. Et là, on pouvait avoir des effets qui étaient 10 fois supérieurs. On travaille avec le patient, pour le patient, avec ses facultés. Ça, c'était génial. Hein. Ça me fait vraiment plaisir le fait que vous souligniez les procédures d'autoréparation, parce que c'est comme ça que nous l'expliquons dans les brochures. On dit voilà, nous, c'est comment faire en sorte de faire démarrer ces procédures d'autoréparation avec une, deux, trois, quatre, cinq techniques. Mais bien évidemment, tout repose sur l'autoréparation. Je voulais aussi faire encore une remarque par rapport à votre discours. Quand vous parlez des médecines douces et des médecines alternatives, ce sont des terminologies auxquelles je suis devenu allergique. Pour moi, il faut revenir en arrière. Ce sont des médecines essentielles et l'alternative, c'est la médecine allopathique. Ça veut dire que si on n'y est pas arrivé avec les ressources du patient, si on n'est pas arrivé avec des techniques non dangereuses, eh bien alors, en dernier recours, on va faire On appel essaye à la l'allopathie. chirurgie. Voilà, on va. Oui. Alors non, parce que la chirurgie, Non, non, merveilleux, mais par contre, la pharmacologie qui l'entoure, si on peut la diminuer au mieux, c'est oui, quand même super ce que vous oui, avez fait. Bah, vous êtes vraiment le pionnier dans le domaine. Je ne pense pas jamais, pourtant je voyage beaucoup, je n'ai jamais entendu parler d'une telle percée dans le domaine de l'anesthésiologie. Voilà, ça parce reste. que En fait, on constate, ça c'est un peu la mauvaise nouvelle maintenant, c'est que vu la puissance de frappe de Big Pharma,
avec le nombre de visites de délégués qui passent en permanence dans les hôpitaux, dans les cliniques privées, ben, c'est vrai que les gens continuent à faire ce qu'on leur a appris à l'université, c'est-à-dire de piquer sans se poser de questions. Et c'est vrai que c'est un domaine où il n'y a pas vraiment eu un deuxième docteur Lichinko, quoi. Hein. Alors, Si, il y en a eu un à Bruxelles. Il y en a eu un à Bruxelles. Il y en c'est a eu un. possible, c'est possible. Ouais. Puis j'avais un infirmier anesthésiste qui travaillait avec Marie-Elisabeth de Fémonville, qui a aussi utilisé ça, et qui a d'ailleurs, par mégarde, emprunté mon nom sur les posters. Vous vous souvenez Ah, peut-être de ça? voilà. Voilà. Non, non, je crois que c'est pas seulement Big Pharma qui s'est opposé à nous, parce que j'ai eu beaucoup de VRP de Big Pharma qui sont venus se faire opérer et qui ont apprécié. Donc c'était Ah, pas tellement eux qui s'y étaient opposés. Je pense que ça venait de confrères. Ça venait des facultés de médecine au départ. Après, j'étais très heureux de voir les congrès dont je vous ai parlé, avec une ouverture d'esprit beaucoup plus importante. Et puis, on mhm. disait, ça a été beaucoup axé au départ sur l'acupuncture, mais enfin, ça a 9000 ans d'antériorité. Et puis, même si c'est pas dans notre culture, on comprend pas toujours, moi, je l'ai un peu étudié, ça marche très bien quand on sait faire. Je veux dire que, effectivement, la pharmacie, c'est bien. Encore une fois, le rapport bénéfice-risque est favorable et à ce moment-là, la Food and Drugs ou bien notre ministère de la Santé accepte la commercialisation. Mais ce qu'on propose, nous, c'est d'utiliser les ressources du patient. Et on ne peut pas faire mieux. Je veux dire Tout à qu'on n'a fait. pas assez. Et j'aurais souhaité que la faculté s'investisse, mais vous savez, en France, tout ce qui vient du privé, le public bloquait. Et bloquait, alors il y a eu de tout. Il y a eu des gens parce que manquait d'ouverture, il y avait de la jalousie, et puis peut-être on ne voulait pas prendre le temps de réfléchir à ça. Et c'est regrettable parce que maintenant, les gens qui n'ont pas pris le temps de réfléchir, je pensais qu'ils n'en avaient pas les moyens. En tout cas, comptez bien sur nous pour ne pas laisser, comment dire, s'enterrer cette Enfin, j'espère. merveilleuse expérience. On va vraiment faire en sorte que ça soit gravé dans le marbre et que ça fasse des petits dans le futur. Il y avait une Avec plaisir. personne à Bruxelles, à la clinique César de Pape, qui avait vu le reportage que RTL avait fait en faisant filmer chez vous et qui s'y est mis aussi. Je me souviens, il y avait un deuxième. Mais voilà. Bah, en tout cas, encore merci pour cette interview. Je propose qu'on regarde peut-être s'il y a des questions, Valériane. Mais en fait, j'y ai déjà répondu. C'était des questions sur le nom des audiocamants qui ont été cités spécifiquement. Et donc, j'ai déjà. Il n'y avait pas de questions spécifiques pour le docteur Lichinko. Mhm. Par contre, il y a Alexandra je trouve, a résumé pas mal. Elle disait, est-ce qu'on pourrait dire à nos clients potentiels que le PSIO optimise la connexion corps-esprit grâce à la synchronisation de la lumière et du son, aidant le système nerveux à se détendre, à renforcer l'équilibre parasympathique et à préparer le cerveau à la relaxation, ce qui permet des interventions plus douces, une réduction des besoins en anesthésie et une récupération plus rapide. Je précise quand même qu'Alexandra n'est pas de langue maternelle le français, mais son texte est extraordinaire, je trouve. Et donc, Il faut lui répondre en quelle langue alors? on peut choisir espagnol, anglais, français. Oh, j'aurais préféré en russe, mais enfin bon. En russe, ah, Ok. je ne sais pas. Mais Bon, oui, oui. Oui, c'est pas, elle touche du doigt une vérité, c'est évident, hein. Elle touche du doigt une vérité. Voilà, je crois qu'on n'a pas assez travaillé. Bien après nous, je pense qu'un jour ou l'autre, quelqu'un comprendra que la médecine, c'est pas que distribuer des médicaments, dont on sait que la façon dont ils sont distribués, administrés, n'est pas optimale. On le sait, c'est-à-dire qu'il y a des pertes, c'est pas suivi, l'observance par rapport aux patients n'est pas excellente. Donc, on fait de la médecine la meilleure qu'on peut, je ne veux pas la critiquer, c'est pas le but, mais elle est assez imprécise. Je veux dire qu'il faudrait, et tout le monde, tous les médecins le souhaitent, qu'on puisse personnaliser, et puis en fonction de chacun. La meilleure façon de personnaliser, c'est d'utiliser le patient, en fait. Et je crois que nous, j'aurais souhaité que dans les facultés, on développe la recherche dans ce domaine, dans ce sens, en disant, ben, puisque là, ça a marché, ben, c'est presque une démonstration. Quand c'est anecdotique que vous avez une centaine de cas, 200 cas, 300 cas, bon, ben, on peut dire vous avez de la chance. Quand vous avez 20 000 cas ou davantage, c'est plus de la chance.
Je veux dire que c'est pas mon talent, c'est la théorie qui est démontrée. Ça marche. Chez les gens, ils ont les facultés de s'auto-guérir et on devrait développer pour comprendre davantage, pour travailler presque pas exclusivement avec ça, mais beaucoup plus avec ça, c'est sûr. pense qu'il y avait aussi, même si on ne s'est pas vu très souvent, on a aussi fait une bonne équipe. Ah bah oui, mais ça reste. Oui, c'est important. Je pense que le courant est passé et comme par hasard, tout le reste a suivi en fait. Ouais, ouais, ouais. Oui, Et non, mais chez vous, il y avait une très très bonne équipe. Je me souviens de mon dernier passage pour une conférence à Bruxelles, c'était très sympathique. Ouais. Et ça, c'est important hein, dans une start-up ou un équilibre comme ça. Ça magnifie un peu les résultats et puis ça excite la créativité. Donc, c'est très très important. là, c'est un Un bon chef domaine. d'équipe, hein. Tout à Ah, fait, tout à fait. le meilleur. Non, bien. Je voulais encore juste partager, parce que Et- Manuel nous partage oui. quelque chose sur le pouvoir de la suggestion. Il raconte une anecdote d'une personne donc, qui s'appelle Nicholas White, qui est décédé d'hypothermie dans un container réfrigéré où il s'était enfermé par accident. Sauf que le container n'était pas fonctionnel et donc pas réfrigéré. Et donc la personne a imaginé le froid et en est Oui. décédée. Voilà. Oui, 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 tout oui, à oui, fait. bien sûr, mais et inverse et vice-versa. Et on peut imaginer l'inverse, qu'on sait en fait qu'il est réfrigéré, mais on croit qu'il est chauffé, et on peut parfois, bon, c'est pas, ça marche pas à tous les coups, hein, mais on pourrait faire ça. C'est-à-dire que si on arrivait à suggérer à la personne qui est dans le froid, qu'elle a pas froid, qu'elle a chaud, il va commencer à se déshabiller en disant, bah, on est chauffé. Ça c'est vrai, ben, ça c'est de l'hypnose, hein. Ça c'est de l'hypnose, ouais. Oui. Et si on n'avait pas imaginé la puissance dont nous sommes dotés? Eh bien, écoutez, notre vie n'aura pas servi à autre chose qu'à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire notre retraite avec la gastronomie, l'œnologie et la famille. Bon, et ça aurait été un Je, peu je, dommage parce que je crois que je, ça, c'est je important. pense, je pense que c'est un peu contre ça qu'on lutte aussi dans notre travail au quotidien, c'est d'arriver à faire prendre conscience, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, qu'on travaille avec les ressources de la personne et que la personne n'en a pas conscience du tout et ne croit pas beaucoup en elle aussi, et que c'est pas facile, on peut pas lui annoncer comme ça. Il faut travailler par des technologies, des méthodes, mais lui dire en fait, la balle est totalement dans votre camp, c'est vous qui allez, qui allez tout gérer. Les gens ne sont pas prêts. Les gens Alors, ne sont pas prêts à ça. si vous le dites en rythme bêta, ça marchera pratiquement jamais, sauf chez des gens qui sont déjà convaincus en arrivant. En fait, si vous le faites avec le psio, mais là, vous pouvez le faire dès la première séance. Ben, c'est ce qu'on faisait nous, parce que nous, on ne voyait pas les gens 3 fois de suite, sauf quand il fallait enlever les vis ou des choses. Mais on les voyait une fois, voire 2 fois. Et c'est tout, ou pour le deuxième pied. Mais sinon, on les voyait qu'une fois. Donc il fallait que ça marche dès la première fois. Et ça marchait à chaque fois dès la première fois. Fantastique. J'ai une Eh petite bien, en Bien tout cas, question. sûr. Il y a une petite question. Comme il reste quelques minutes, je me dépêcherai mhm. pour la clôture. Christelle demande si on doit aborder différemment la douleur aiguë de la douleur chronique avec les programmes. Oui, il y a des petites nuances. Et puis, je crois il faut avoir une certaine formation pour comprendre la différence entre une douleur aiguë et une douleur chronique. Mais psychologiquement et médicalement, ce qui est une douleur aiguë, c'est quelque chose qui est menaçant, et qui est pas toujours contrôlable et qui est plus dur à combattre, même dans le subconscient. Parce que c'est aigu, c'est comme une brûlure, vous avez un réflexe. Une douleur chronique, c'est quelque chose qui peut être dû à une lésion, mais qui peut être aussi le résultat d'une séquelle et qui, là, c'est beaucoup plus, j'allais dire, quoique c'est chronique, ça veut dire que ça dure de peu plus de 6 mois, mais on dit donc elle est récurrente, elle passe pas, elle est plus dure à gérer. Non, pas forcément. Si on sait d'où elle vient, on peut plus facilement la gérer avec le psio qu'une aiguë. Ah oui, j'aime bien cette analogie de la menace de la douleur aiguë. Bien. Ben, en tout cas, merci pour votre parcours, Michael, tout ce qui s'est passé entre nous. Euh, et maintenant, je pense que 2026, je dois absolument prendre le TGV
et il faut que je Obligé. vienne Obligé. Je fais chauffer la piscine. parce 30 que là, degrés. on a fait une piqûre de rappel et là, c'est trop, quoi. Il faut Pour qu'on Trois voit. l'agenda. jours. Je vous rappelle en janvier, sans Oui, faute. oui, sans problème. Quand vous voulez. Génial. Bon, alors je remercie évidemment le docteur Lichinko, Stéphane, pour ce moment de partage. Je vois les commentaires, les gens ont vraiment adoré pour ceux qui étaient présents ce soir et je ne doute pas que ce sera le cas pour tous ceux qui regarderont cet épisode en replay. Je vous donne rendez-vous pour le prochain Café Psyo le 20 novembre. Et le thème sera le psyo et la gestion des céphalées. Voilà, alors petite chose encore, si vous êtes intéressé d'en savoir plus sur le psyo, eh bien je vous invite à recontacter la personne qui vous a invité à participer à ce café psyo